Rien que d'en parler, je sais pas pourquoi mon nez se retrousse. Lauren the Storyteller. Parasite, c'est une critique des relations sociales entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les pauvres. Et j'ai adoré ce film. C'est difficile de me surprendre et de choquer et ce genre de choses, mais je sais qu'il y a de l'excellent contenu sur les plateformes de streaming, sur Netflix et tout. Et puis là, Parasite quand même a gagné un Oscar en 2019. Et le film a été écrit par Bong Joon-ho. C'est l'histoire d'une famille dont le personnage principal s'appelle Ki-taek, mais on voit sa famille qui vraiment vit dans l'insalubrité, la médiocrité la plus dégueulasse quoi, tout ce que tu veux, c'est même relativement triste. Ils vivent dans un truc qu'on appelle semi-basement, donc c'est un sous-sol mais avec un trait de lumière. Et puis de leur ascension et comment ils prennent la place de chaque domestique dans une famille qui est très riche qui s'appelle les Park. Ce que j'ai adoré dans la cinématographie, c'est que c'est complètement au service de l'histoire et de toute façon, toute œuvre qui est exceptionnelle, c'est toujours comme ça, la cinématographie sera toujours au service de l'histoire en fait. C'est-à-dire que là c'est toujours hyper parallèle, hyper perpendiculaire, on a des lignes qui sont incroyables et c'est les mêmes lignes qui tracent les limites entre les Park et la famille de Ki-taek, ou même qui montrent l'ascension vers le haut, la tombée vers le bas. On a tout le temps des escaliers qui montent, des escaliers qui descendent, et ce genre de choses. Maintenant, il y a beaucoup d'analyses de ce film sur YouTube, mais moi je voulais me concentrer sur des choses très précises que j'ai remarquées, qui sont, comme d'hab, l'expression du thème, et puis aussi, bien sûr, injecter un peu de une opinion personnelle. Alors, c'est l'histoire de la famille Kim qui réussit à intégrer la famille Park en tant que domestique en fait. Donc un à un, on les voit en train de un peu de scheme pour remplacer chaque domestique dans la famille et puis s'élever socialement. Ils sont tous au chômage, ils ont un espèce de taf où ils plient des boîtes de pizza et ils les remettent à une pizzeria et enfin c'est vraiment très compliqué pour eux quoi. On voit même des scènes où on les voit manger dans une cantine de chauffeurs et pour eux c'est déjà un step up quoi. C'est pour nous montrer l'extrême pauvreté et la vraie différence qu'il y a entre les Kim et les Park. Parasite commence et on voit la famille qui a du mal à joindre les deux bouts et c'est exprimé par les deux gosses qui cherchent la wifi. On le voit souvent dans des positions hyper inconfortables, il est un peu arachnéide, un peu comme une araignée, il se déplace en fait. Quand ensuite il se présente à la famille via l'intermédiaire d'un ami à lui qui va devenir étudiant à l'étranger en fait et qui était tuteur de la fille dans la famille riche, de la famille Park, et qui lui fait confiance à lui pour lui donner des cours, c'est là qu'il est introduit dans la famille des Park en fait. Et là, à partir de ce moment-là, il est toujours tout droit, comme une ligne, tout droit, très propre sur lui et toujours en ascension. C'est-à-dire que même la manière dont la caméra se déplace est très fluide comparé à quand ils sont dans le sous-sol où les scènes sont plus assurées et plus coupées en fait. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que tout, absolument tout, est au service de l'intrigue et du thème en fait. C'est-à-dire que la cinématographie, les dialogues, les symboles, les répétitions de scènes, le nom des personnages, les personnages, leur vérité, leurs mensonges, tout est au service du thème et c'est comme ça que tu fais une histoire exceptionnelle en fait. C'est que rien n'est laissé au hasard, jamais. Pour faire un léger rappel, une fois qu'ils sont devenus tous domestiques, je me suis fait la réflexion, il reste encore 1 heure de film et ils ont déjà remplacé tout le monde. Alors c'est que c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, on y arrive. Et là, ils découvrent que l'ancienne gouvernante de la maison qu'ils ont réussi à remplacer, il y a son mari qui essaye d'échapper à ses dettes en se cachant dans le sous-sol de la maison. C'est une scène qui est exceptionnelle où on découvre un type qui est caché là depuis alors que eux ils ont dégagé la femme de la maison sans grand ménagement. À la suite de ça, il y a une espèce de combat entre les deux familles pour savoir qui va avoir le pouvoir quoi, est-ce que c'est les intrus qui étaient déjà là qui vont prévenir les Park que ce sont des fraudeurs et qu'ils ont usurpé, ils ont joué de tours et de détours pour intégrer la famille, ou est-ce que c'est les intrus qui sont dans la cave et l'ancienne gouvernante qui va dire mais moi j'avais rien fait en fait, ils m'ont joué un mauvais tour pour me dégager de la maison, donc reprenez-moi, et eux dégagez-les de la maison. Et à la suite de ça, donc il y a tout un struggle pour savoir comment ils vont cacher la vérité, la famille Park revient de manière anticipée, le daron pauvre, un peu comme une réalisation que il sera jamais respecté par ces gens-là, même s'ils travaillent pour eux, même s'ils gagnent un peu plus d'argent, et puis à la fin
il y a un espèce de carnage où, comme la famille Kim a tué l'ancienne gouvernante, son mari, qui était l'intrus qui vivait dans le basement, décide d'essayer de tuer tout le monde et il tue la fille de la famille Kim, il blesse le garçon de la famille Kim et puis dans un coup de rage, le père de famille Kim tue le père de famille Park. Donc je vais expliquer tout ça. Déjà, on a le titre du film. Parasites. Donc on se dit instinctivement que les parasites, c'est la famille Kim qui s'infiltre dans la famille Park, alors que les Park, eux, ils ont rien demandé. Ils ont pas demandé à ce qu'on leur mente sur les compétences de leurs domestiques, qu'on leur fasse virer tout leur staff. Puis il y a la famille Kim qui découvre les intrus et on se dit ah bah ce sont eux en fait les vrais parasites. Et puis au final, quand on réfléchit un peu plus, on se rend compte que est-ce que c'est pas le style de vie des riches qui est considéré comme parasite en fait, dans le sens où ça parasite la société, ça parasite les gens, ça parasite l'environnement parce que ils dépensent. Alors, comment est-ce que ça s'exprime tout ça à travers le thème ? Il faut juste regarder dans les dialogues les choses les plus anodines. C'est-à-dire que pour moi, le plus intéressant dans les histoires, c'est pas les moments qui vont faire des cliffhangers, qui vont shifter l'objectif des personnages et ce genre de choses, mais plus les choses qu'on va pas trop calculer. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, il y a souvent des moments où la daronne Park, donc c'est une femme qui a l'air relativement jeune, qui sait pas cuisiner, qui sait pas nettoyer, on voit des scènes hyper drôles, un peu comme des scènes de manga où on la voit en train d'essayer de faire le linge dans une casserole, elle est larguée avec le lave-vaisselle, donc déjà ça nous indique qu'elle a grandi dans la richesse et dans l'argent, et que bah elle arrive pas à s'en sortir sans domestique. 2-3 fois où elle dit non mais je l'ai commandé des États-Unis, non mais je l'ai fait venir des États-Unis, et c'est souvent des trucs un peu ridicules comme son fils a souvent un serre-tête plume d'Indien sur la tête, elle dit qu'elle l'a commandé aux États-Unis. Alors déjà, je suis quasiment sûre que tu peux trouver ça sur le continent sur lequel tu vis, typiquement en Chine. Mais non, ça doit être de qualité parce que ça vient des États-Unis. Et ça, par exemple, on peut parler, je sais pas, du fait que tu commandes à l'autre bout du monde, les conséquences pour l'environnement, la globalisation de la marchandisation de... Typiquement, bah, c'est pas normal. Du coup, ça implique plusieurs questions. Combien ça lui a coûté pour qu'elle fasse venir ça d'avion jusqu'ici? Est-ce que c'est réellement de la bonne qualité? Juste pour que son fils s'amuse. Ensuite, le délire de Jessica. Jessica est introduite dans la maison en tant que prof d'art, un peu fine art, distingué pour son tout petit garçon parce qu'il gribouille avec des pastels. Est-ce que c'est nécessaire de dépenser de l'argent pour ça pour un enfant aussi jeune? Typiquement, moi ça m'a fait penser à l'histoire de... Comment elle s'appelle? La fille de l'ex-femme de Kanye West qui a peint un tableau exceptionnel et tout le monde se demande est-ce qu'un enfant peut faire ça? Est-ce que c'est véridique? Et c'est le débat de la journée et je me suis fait la réflexion avec une très bonne prof d'art, bah bien sûr que son enfant peut faire ça. La question c'est est-ce que c'est nécessaire? Alors bien sûr, si t'as les moyens, que t'as rien d'autre à faire et que tu peux donner les meilleures chances de réussite à ton enfant, moi aussi je vais te prendre le meilleur prof de chant qui existe dès que t'as 2 ans et demi. Pareil pour ton prof d'art, tu vois, surtout si visiblement tu es la fille de Kanye West. Mais à côté, un enfant qui, je sais pas, est naturellement doué ou c'est un peu inné, sachant que moi, cette théorie de l'inné, j'y crois pas totalement, c'est-à-dire que il faut quand même travailler ton talent, mais qui vient d'une famille pauvre, toutes ces compétences-là ou ce talent naturel ne sera jamais exploité. Ce qui est d'ailleurs le cas pour Kevin, qui est un excellent metteur en scène, qui est un excellent dramaturge, c'est assez drôle quand même. Jessica, qui est effectivement très bonne en art, qui est a quick thinker, elle est très street smart, book smart, et elle a une bonne autorité naturelle, et que ça peut pas être exploité parce qu'ils ont pas les moyens de leurs ambitions en fait. Ça pose quand même la question de l'ambition de cette famille, parce qu'en vrai, si vous savez que vous savez faire tout ça et vous avez tout ça, est-ce que sincèrement vous avez besoin de flouer les gens, de renvoyer les gens, de leur faire perdre leur travail? Et là on a vu avec la gouvernante les conséquences que ça a eu sur le fait que son mari n'ait pas mangé pendant aussi longtemps, qu'il soit dans ce sous-sol, c'est-à-dire que c'est un peu une métaphore sur le fait que vous connaissez pas vraiment la vie des gens et les secrets qu'ils cachent et pourquoi ils font le métier qu'ils font, quoi.
La raison pour laquelle elle est restée dans cette maison, c'est pas juste parce qu'elle avait déjà le taf, c'était aussi un moyen de protéger son mari et de se protéger elle-même. Eux, ils ont pensé qu'à eux, en fait. Donc il y a une critique de ça aussi, en mode oui, vous voulez réussir, mais pourquoi vous voulez réussir à tout prix? Et c'est là qu'on voit que ce sont des personnages moralement gris. Et c'est ça qui fait les meilleures histoires, en fait. C'est pas les Ned Stark contre les Voldemort, ça c'est enfantillage. Quand c'est moralement gris, c'est là que c'est intéressant. Et je pense que c'est ça qui a fait la force de certains personnages de Game of Thrones, c'est que à la fois on les comprend comme Littlefinger, tout transcendé pour s'en sortir, mais à la fois on les déteste parce qu'ils sont mauvais. Dans la famille Kim, c'est ce qu'il s'est passé en fait. À la fois on les comprend, on a vu dans quelles conditions ils vivent. Mais premièrement, apparemment, il y a pire qu'eux. On a vu avec la gouvernante et son mari, mais en plus de ça, même, on n'a pas vu au final le chauffeur qui s'est fait virer pour que le daron il ait sa place au soleil lui aussi. On sait pas quelles conséquences ça a eu. Et puis sûrement qu'il y aura des rumeurs. Bah attends, il couche avec des filles dans la voiture de son patron, alors que c'était un type bien. Comme disait son patron, il ne traversait jamais la ligne professionnelle. Là où le daron Kitek, justement, de la famille Kim, il le fait. Et il le fait allègrement. Et son patron doit lui faire comprendre. Mais je te rappelle que je te paye. Regarde la route, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me regardes, en fait? Et puis, il y a toujours cette odeur sur toi. Typiquement, moi, je voulais parler d'un truc que j'ai pas vu dans les vidéos d'analyse. C'est le lien entre les personnages et la maison, en fait. Typiquement, la maison des parcs, c'est la maison moderne, aux lignes minimalistes, classe, qu'on voit partout sur Pinterest. Je pense que c'était une bonne idée du réalisateur parce que, en fait, c'est ce type de maison froide, comme ça, où tu peux pas construire un foyer, en fait. Et je pense qu'il y a une critique de ça aussi. Le père, il est souvent pas là. S'il est là, on le voit pas très chaleureux avec sa femme. Sa femme est toujours en train de lui courir après, comme le stéréotype de la soubrette, en fait, en commedia dell'arte. Donc, des petits pas rapides comme ça, elle lui court après, en mode est-ce que tout est prêt? Alors qu'elle fait jamais rien dans la maison, tu vois. Moi, ça me fait toujours mourir de rire. Ces escaliers comme ça, où il y a pas de rambarde, parce que naturellement ils se portent tout droit, donc ils ont pas besoin d'appui, ce genre de choses. Et en fait, je pense que moi, ce qui m'a manqué dans les analyses aussi, c'est que personne ne parle du rôle, de l'impact sur le père ou le patriarche de la pauvreté, en fait. Comment il vit la pauvreté, comment elle s'exprime. C'est-à-dire qu'il y a une critique de ça aussi dans le film. C'est que c'est à toi de subvenir aux besoins de ta famille et t'en es pas capable. Et je pense que ça, c'est terrible. Et la mère, elle fait un sous-entendu à un moment dans le film où elle mentionne que le cake shop, à un moment, il a eu un business de cake shop, et de ce que j'ai lu, c'est le business qui est... à un moment, il y a eu un boom de ça en Chine et en Corée. C'était pas que en Corée, c'était en Chine aussi, je crois, je suis pas très sûre. Et comme il y a eu un boom, il y a des gens qui se sont essayés à l'exercice et que ça a raté, quoi. Et elle lui fait... Et je crois qu'elle fait un sous-entendu que ça a fait faillite, mais sans rien dire de plus, en fait. Il y a pas une longue scène où ils se regardent, dans les séries américaines, c'est ce qu'on aurait vu. Enfin, dans beaucoup de séries. Pas dans toutes les séries, mais dans beaucoup de séries, on aurait vu une scène où ils se regardent, l'autre se regarde, ils se regardent, il hausse les sourcils, elle hausse les sourcils, en mode « je t'en veux encore, je suis toujours blessée du fait que ça a raté, et aujourd'hui, si on est dans cette situation, c'est à cause de toi. » Là, juste une phrase qu'elle lance comme ça, hein. Ah oui, qui a fait faillite d'ailleurs. Ah oui, le truc qui a fait faillite. Oui, c'était avant que tu deviennes ça ou que quand t'es devenu ça? Parce qu'il a eu plusieurs métiers et à chaque fois, ça n'a pas marché en fait. Donc il y a déjà la critique du manque de constance du daron. Alors, ce que je voulais dire en fait, c'est que par rapport au lien dans la maison, tout le monde est dans la maison sauf lui. Si c'était pas pour nous montrer l'importance de la gouvernante dans la maison, je pense que le mari, ça aurait été un des derniers à rentrer dans la maison en tant que domestique en fait. Il voulait vraiment faire la transition avec l'histoire de la gouvernante et de son mari à elle, qui est l'intrus dans le basement en fait. Donc, par exemple, une fois que la mère de famille, de la famille Kim rentre dans la maison, elle a son lien avec la cuisine, avec toute la maison d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'elle fait le ménage, elle fait la cuisine, donc elle a sa pièce dans la maison. Quand Jessica rentre, c'est la deuxième à rentrer, elle est avec le petit garçon. Elle est tout le temps avec le petit garçon, elle est dans la maison. Mais comme elle a une autorité naturelle, elle a même une autorité sur... comment elle s'appelle? Sur Madame Park, où elle lui dit « Viens t'asseoir à côté de moi. Maintenant, ne parle pas, dis rien, regarde. » Elle parle toujours à l'impératif et c'est hyper... Enfin, c'est pour nous montrer qu'elle est très charismatique sans en faire trop, en fait. De l'autre côté, son frère, Kevin, lui, il est toujours dans la chambre de la jeune fille. Et je trouve que c'est... Enfin, voilà, ça fait vraiment rentrer le loup
dans la bergerie, quoi. Ce sont des métaphores qui sont incroyables dans ce film. Alors que le père de famille, lui, le père Kim, bah il est toujours dans la voiture. Il est toujours dans la voiture. Et puis s'il rentre dans la maison, il est sur le pas de la porte. Et quand il rentre dans la maison, le petit garçon de la famille Park, donc ils ont un tout petit garçon de, je sais pas, 7-8 ans peut-être. Premier truc qu'il remarque, son odeur. C'est quoi cette odeur? Voilà, déjà ça le différencie des autres. Même si après le petit garçon dit, bah la gouvernante elle sent pareil. Bah, Jessica, elle sent pareil. Et puis il se barre parce qu'il a pas encore appris les codes sociaux, ou du moins, je suis un peu dubitatif là-dessus parce que les enfants sont quand même très intelligents. Il a pas encore appris que c'est l'odeur de la pauvreté, cette odeur qui franchit la ligne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le film, sur cette histoire d'odeur, on se concentre sur le père en fait. Pas sur la fille, pas sur le garçon, pas sur la mère, sur le père. Parce que comme il est tout le temps dans la voiture et que c'est un environnement confiné, no pun intended, sans mauvais jeu de mots, ça sent encore plus en fait. Ça sent encore plus, ça dérange. Et puis ce qui est drôle, c'est que plus le film avance, plus l'odeur est forte quoi. Rien que d'en parler, je sais pas pourquoi mon nez se retrousse. Et typiquement par exemple, après, il y a une scène dans le film où il y a une espèce d'inondation et tous leurs biens sont dans l'eau et il y a vraiment, et c'est pas l'eau de pluie, c'est l'eau des égouts, c'est l'eau des toilettes, c'est horrible. Typiquement ils sentent ça et ils dorment tous dans un grand gymnase. Et en fait je me suis dit, et après ça il y a une scène où la famille Park les appelle pour fêter l'anniversaire du petit garçon. Et je me suis dit, mais comment ils vont faire Parce que même moi, dans ces situations, j'aurais dit non, même pour de l'argent. Si t'es là, tu sais que tu peux pas te laver, il n'y a pas d'eau. Sortir de chez soi sans se laver, le matin, pour aller à une fonction, au travail. Non. C'est-à-dire que je dis pas aller acheter la baguette en claquette Jim Aplomb, haleine de nuit et tout. Non, je parle pas de ça. Je parle de vraiment... tu vas au travail, tu vas à une fonction. En plus, tu vas chez des gens qui ont de l'argent, donc bien, ils te jugent déjà. Donc, faut quand même faire un minimum attention à pas sentir non plus, quoi. Et vraiment, je me suis dit, je sais pas comment ils vont faire, quoi. La mère est dans la cuisine, elle touche la nourriture, elle touche le mobilier. Jessica, elle est avec le gosse de Maman Park, le petit de 7-8 ans, et elle touche son art, elle touche le gosse. On voit une scène où elle est dans la tente avec lui, et le petit, il est assis entre ses jambes en fait. Et notre ami Kevin, lui, carrément, il touche la fille, quoi. Il s'embrasse, il se câline, et ce genre de choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, parce qu'il y a aussi le côté les préparer pour leur rôle. C'est-à-dire que, dans le cas de Kevin, c'est son futur rôle de patriarche. On le voit à travers le film, où souvent il demande à son père, c'est quoi le plan? Quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu veux pas me donner d'indications? Bon je vais essayer de trouver un plan, je vais m'en sortir. Du début jusqu'à la fin du film, il est un peu dans cette optique où il a l'espoir en fait. Comparé à, comment elle s'appelle, Jessica, qui, elle, c'est pareil, on la prépare dans son rôle de mère, de matriarche, c'est-à-dire que elle repère le potentiel chez l'enfant, elle est quick-witted. Tu sais, quand t'es une maman et que t'as ton bébé, il faut une solution là tout de suite et que tu trouves... c'est-à-dire qu'elle est déjà comme ça et elle continue à explorer ça. Là où le père, lui, il fait et c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il fait un métier qu'il a déjà fait, et ça a été dit dans aucune des analyses, il me semble, il fait un métier qu'il a déjà fait, c'est-à-dire driver, il est chauffeur, et encore une fois, il échoue. Et quel échec! C'est-à-dire que c'est pas juste il s'est fait virer, ou il est pas bon, Non! À un moment, il regarde pas la route, son odeur dépasse la ligne, comme disait le patron, you overstep the line, il demande à son patron, est-ce que tu aimes ta femme? À la fin, il est pas capable de protéger sa famille, il tue son patron, et ensuite il part se cacher, comme un cafard, comme un parasite. Et ce qui est drôle, c'est que sa femme l'avait prévu, elle a fait du foreshadowing, elle a dit... Si, imagine là le patron il se ramène, tu vas courir comme un cafard. Et elle lui dit en rigolant, et c'est une manière de lui dire, tu n'es qu'un lâche. Il a fallu qu'on compte sur notre fils pour trouver des emplois décents. Et en plus de ça, moi j'ai les clés. Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y a un power shift, parce que elle lui sous-entend, même si t'es le driver aujourd'hui, si c'était pas parce que j'étais la gouvernante et la cuisinière, je pourrais même pas là profiter de la maison pendant qu'ils sont pas là. Parce que c'est une scène où les Park partent en camping pour fêter l'anniversaire du petit garçon. Et ce qui est relativement drôle, c'est que première démonstration
de virilité extrême, de masculinité en pleine action, Kitek, le père de famille, attrape le col de sa femme et la regarde comme ça, et sa femme le défie en mode « Qu'est-ce que tu vas faire ? T'oserais même pas me frapper ». Ce qui est vraiment une pensée triste parce que, bien sûr, on veut pas qu'il la frappe, et qu'au moment où on a besoin qu'il exprime cette virilité, cette violence, cette action de se mettre en mouvement, en fait, il le fait au moment où il est insulté, quoi. Même moi, je l'insultais quand je regardais mon film. Je dis mais mec, non en fait. Non, je suis sûre que tu pouvais faire autre chose pour ta famille. Y a pas de raison que ce soit ton fils et son pote d'université qui t'emmènent dans cette maison. Et même une fois que vous êtes dans la maison, t'es là. Et en plus, il est assis au milieu, donc il célèbre un peu et tout. Alors que, en fait, on t'a redonné un travail. Contrairement aux autres, c'est la première fois qu'ils font ces tafs-là. Toi, on te donne un taf que t'as déjà fait. Et encore une fois, t'as échoué à la fin du film. Ça, personne dans les critiques, il me semble que je l'ai pas vu. Et à ce moment-là, en fait, cette scène de confrontation dans le couple, on est au midpoint du film, on est en plein milieu. Et souvent, le plein milieu d'une histoire, c'est là où il y a la vérité du personnage. Et tu regardes toutes les histoires qui sont bien écrites, ou du moins dans un format classique, le style narratif qui a appris en Occident, tous les milieux de films, les milieux de bouquins, la vérité du personnage. Et là, c'est là que tout bascule et qu'il y a littéralement presque leur descente aux enfers, parce que c'est là que la gouvernante sonne, on la voit avec le visage tuméfié et on les emmène en bas, dans le basement. Et ça, c'est pour nous dire, eux qui croyaient qu'ils étaient plutôt pauvres, au final maintenant ils ont un statut classe moyenne un peu basse, il y a des gens qui sont encore plus pauvres qu'eux, qui n'ont même pas de fenêtre dans leur chambre, du moins dans leur habitation, qui vivent cachés sous la maison. Est-ce que vous allez pouvoir les aider et les élever aussi? Et c'est là qu'on voit que non, parce que la mère, à un moment il y a la gouvernante qui dit « Mais ma sœur, s'il te plaît », et elle lui dit « Je ne suis pas ta sœur ». Et ça m'a fait penser à une scène dans le livre de Chimamanda Americana, où elle est dans le salon africain, et elle se fait coiffer, et elle sous-entend que elles sont toutes les deux africaines, mais elle va à Harvard, donc toi et moi on n'est pas pareil. De la même manière que, je sais pas si vous avez lu Voici venir les rêveurs de Imbolo Mbue, où le personnage principal, c'est pareil, il est chauffeur en fait. Et à cause de la crise de 2008, il se passe quelque chose dans le bouquin, vous verrez, et c'est la femme qui se retrouve à, elle continue, elle a l'espoir, elle gère le foyer, et puis ça fait des conflits dans le couple en fait. Dans le geste de la femme qui dit à son mari « Tu fuirais comme un cafard », elle le défie, et elle dit aussi « C'est lui qui me paye, c'est le daron Park qui me paye, c'est son argent qui nous paye, qui me paye aussi. On me fait assez confiance, donc c'est moi qui ai les clés. J'ai bien élevé nos enfants, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Toi, t'as toujours été très mou du genou, donc je peux pas vraiment compter sur toi. » Et en fait, maintenant je me demande si la scène où Kitek, il demande à son mari est-ce qu'il aime sa femme, c'est pas une manière aussi de se renvoyer la balle et de se regarder dans le miroir et de se demander est-ce que j'aime ma femme? Parce que je vous assure qu'il n'y a pas de démonstration d'affection entre le mari et la femme de la famille Kim en fait. Jamais. On nous montre que c'est une famille unie qui mange ensemble, on nous montre pas que c'est un couple uni qui s'aiment, où ils ont une relation charnelle et ce genre de choses. Et c'est là où moi j'ai trouvé les gens un peu durs avec le couple Park, parce que il y a la fameuse scène où ils ont des relations sexuelles sur le canapé et que c'est très humiliant pour la famille Kim qui est sous la table et qui entend tout en fait. Mais ce que les gens ont oublié de dire, c'est que ils ont encore des relations sexuelles, ils couchent ensemble. Et c'est justement parce que, c'est-à-dire que au-delà du fantasme, parce que pour vous rappeler le contexte, il commence à être un peu excité, puis il lui dit si tu portes la culotte, j'en aurai encore plus envie. Et la culotte en question, c'est une culotte qu'il a trouvée dans sa voiture, qui est la culotte de Jessica, qu'elle a placée là pour trouver un prétexte pour que le conducteur, le chauffeur originel, se fasse virer en fait. Cette culotte, je me rappelle que la scène m'a surprise parce que je dis attends, il la prend précautionneusement, il la plie précautionneusement, il met dans l'enveloppe, il ferme l'enveloppe, il met dans sa poche, ou peut-être qu'il n'y avait pas d'enveloppe, je me rappelle plus. Il l'emmène chez lui, il montre à sa femme, regarde ce que j'ai trouvé, regarde. Attendez là. Culotte. Non, tu prends ton téléphone, je prends la photo, fin. Culotte. Il ramène ça à la maison, dans la cuisine, leur belle cuisine propre, il montre à sa femme, il renifle et sa femme, oh, mais ça vient d'où? Mais comment ça? Mais c'est
sale que ça. Et lui qui dit pire. Et il chuchote dans son oreille. Et ça m'a fait rire. J'ai explosé de rire parce que j'ai dit, mais il a trop bien capturé l'essence du fantasme des riches sur la sexualité débridée des pauvres ou des parias ou de ce que eux perçoivent comme des parasites en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, direct, après elle a dit, quand il a chuchoté à l'oreille, on sait pas ce qu'il a dit, et elle a dit oh, des meth ou de la cocaïne. Genre, et je me suis dit, mais direct, il s'est fait un film en mode, c'est le chauffeur, c'est sûr, il emmène des prostituées, c'est sûr, c'est des junkies coquets, au lieu de se dire un truc tout simple, si c'était réellement le cas, bah, il a couché avec sa copine dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas une vie de famille normale? Pourquoi il sera pas dans un couple sain? Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pauvre, c'est malsain. Voilà. Si c'est la classe en dessous, c'est que c'est forcément malsain. Et en plus de ça, je me suis fait la réflexion, ça montre à quel point il connaît pas son chauffeur aussi. Franchement, en fait, je me suis fait la réflexion, c'est que t'as envie en fait d'avoir ce fantasme sur ton chauffeur. Il ne franchit jamais la ligne. C'est-à-dire que j'en sais pas trop sur lui, ça me va, et ça me permet de me faire mes fantasmes. Vous savez, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était très mystérieux. Je sais pas si ça vous est arrivé, j'ai travaillé avec quelques personnes comme ça, qui étaient très mystérieuses. T'en connais pas trop sur leur vie. Bah, tu commences à te faire des films, à imaginer leur vie, et puis ça te passionne parce que tu connais pas à l'heure où on sait tout de tout le monde. Et là, c'est encore plus intéressant parce que c'est un pauvre, il me conduit. Pour moi, sa seule fonction, c'est chauffeur, c'est pas père de famille, c'est pas amoureux en couple, et ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment une de mes scènes préférées parce que je me suis dit, c'est génial comment il a réussi à capturer ça. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été dans un lycée privé, enfin en partie. J'ai fait le lycée public aussi, et je suis arrivée en retard en cours. Je me rappelle plus pourquoi. Mais typiquement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive en retard quelque part en général? Soit c'est intentionnel / involontaire, tu t'es pas réveillé, ton alarme a pas sonné, il y a des problèmes de transport. J'arrive en cours, je m'excuse auprès de la prof de français qui me dit en chuchotant, et j'aimerais vous dire que j'étais la seule nord de la classe et je venais du 93, j'étais une des seules nord de la classe, et elle me chuchote. Les contrôleurs vous ont embarqué. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle a chuchoté assez fort pour que les personnes du premier rang entendent, mais elle a pas non plus dit ça à voix haute pour que ça m'humilie ou ce genre de choses. Et j'ai rigolé, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez que les contrôleurs m'emmènent? Ah non, mais je sais pas, non, mais Pourquoi? Quelle est cette comédie, en fait? Le premier truc qu'elle s'est dit, c'est, les contrôleurs du 93 t'ont embarqué quelque part, pourquoi est-ce que tu veux que les contrôleurs m'embarquent? Et puis quoi, ça veut dire que tu penses que je viens au lycée pas en règle tous les jours? Pendant plusieurs années, enfin... C'est quand même étrange. Et cette femme en question dont je parle, cette prof de français, c'est quelqu'un qui était assez fortuné, qui était un peu classe, qui venait du 16e, donc typiquement quand j'ai vu cette scène, j'ai explosé de rire quoi. Quand ils ont leur relation sur le canapé, et c'est là qu'il dit, si tu prends cette culotte, je serais encore plus excitée. Donc déjà c'est hyper gênant parce que c'est la culotte de Jessica, et Jessica est en dessous, elle entend tout, mais on se focus sur le regard du père, parce que juste avant ils ont dit que l'odeur du chauffeur franchissait tout le temps la ligne, et la femme qui dit... Donne-moi des drogues. En fait, j'ai rigolé parce que je me suis dit, je suis sûre qu'ils imaginent la vie sexuelle de leurs employés, des pauvres comme ça, en fait. Coquets, avec des drogues, hein. Alors que souvent, c'est plutôt dans ces milieux-là où il y a de la cocaïne qui circule, ou des drogues très dures, en fait, qui circulent. Et le fait que cette femme qu'on voit toujours propre sur elle, un peu innocente, un peu naïve, un peu simple, comme ce qui est dit dans le film, dise « donne-moi des drogues », comme une addict en fait, je trouvais le décalage tellement drôle. Mais il reste qu'ils ont une vie sexuelle en fait. Il reste qu'ils partagent quelque chose de charnel, quelque chose d'intime, même si c'est complètement tordu. De l'autre côté, pour la famille Kim, le fait que le daron il demande quand même 2 fois à son patron, vous l'aimez? Et puis à la fin du film, il dit, ah bah vous l'aimez vraiment en fait. Ouais, vous l'aimez vraiment. Comme s'il lui disait, bah moi je l'aime pas en fait. Je l'aime pas. Mais je suis pas autorisée à le dire, je suis pas autorisée à l'exprimer, parce qu'on est dans une situation difficile. C'est sûrement moi qui nous ai mis dans une situation difficile. Elle était championne du monde de je sais pas quoi, ou championne elle a une médaille à un moment là. Je l'ai fait dévier de son destin, parce que j'ai quand même l'impression que c'est ça en fait le sous-texte quoi. Et en plus de ça, on est obligé de stick together parce qu'on a une famille et que je lui ai toujours pas prouvé que je voulais arriver là où je voulais arriver en fait. Là où, à la fin,
il dit il veut faire plaisir à son fils parce que ça va faire plaisir à sa femme. Et bah, au final, c'est que tu l'apprécies un peu quand même. Et je pense que c'est ça en fait. C'est comme la scène où... C'est ça qu'ils essaient de nous dire dans le film. C'est comme la scène où quand il y a l'inondation, le premier truc que le père il fait, c'est récupérer la médaille de sa femme où il y a plein d'eau dégueulasse, d'égout dedans, d'eau de toilette dedans. Il récupère la médaille de sa femme parce qu'il a cette admiration pour sa femme en fait. Il a ce respect pour sa femme. Et je pense que ça c'est hyper intéressant. Bon, je pense que j'ai absolument pas fait le tour parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de choses à dire sur ce film, beaucoup de... tout en fait. L'analyse du film, tu peux analyser chaque ligne, chaque image, chaque scène. La scène où Jessica et Kevin récitent ce qu'elle va dire en chantant avant de rentrer dans la maison. J'ai trouvé que pareil, c'était une de mes deuxièmes scènes préférées. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. Parce qu'en fait, ils nous montrent ce qui s'est passé dans la maison sans être dans la maison sur le perron de la porte. Et il y a même la scène de fin qui, je pense, mérite toute une analyse à elle-même, où il fantasme qu'il va libérer son père de la maison et que son père racontait en morse qu'il était dans la maison en bas en clignant les lumières. Et en fait, dans cette scène de fin, Kevin a les cheveux auburn, enfin les cheveux un peu bruns quoi. Et c'est comme pour rappeler, honorer sa sœur et rappeler la couleur de cheveux de sa sœur en fait. J'ai trouvé que c'était incroyable. Puis bizarrement, c'était celle qui s'intégrait le mieux dans la famille, qui était le mieux habillée. En anglais, j'aurais dit she could pass for rich quoi. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait une élégance naturelle, une autorité naturelle, qu'elle soit naturellement charismatique, c'est comme si c'était des critères de ces milieux-là. Et en plus de ça, moi c'est ça que personne n'a évoqué, enfin personne, du moins de ce que j'ai lu, c'est que quand elle arrive et qu'elle rencontre le père, on dirait qu'il y a une espèce de tension sexuelle, mais c'est pas dit du tout. Et puis comme par hasard, quand après il veut coucher avec sa femme, il pense à la culotte en question, en ne sachant pas consciemment que ce sont les sous-vêtements de Jessica pour laquelle il a éprouvé un intérêt très rapide quand il l'a vue. Il a eu un grand sourire charmeur alors qu'il sourit même pas comme ça à sa femme quoi. Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel aussi. Et pareil, scène de fin où elle apporte le gâteau pour son petit étudiant, là, pour le petit garçon. La mère l'appelle, la première, en mode « Viens passer la journée avec nous, hein. Allez, viens passer la journée avec nous ». Pas en mode oui, bon, là, c'est ton devoir de prof de « Non, viens passer la journée avec nous », tu vois. En mode elle l'aime bien, et puis c'est une copine, quoi. C'est une copine pour son petit garçon, quoi. C'est un jouet. Mais bon, on l'aime bien, c'est une jolie poupée. Là où sa fille elle-même, c'est quand même la sœur du garçon dont c'est l'anniversaire, elle ne lui demande pas de porter le gâteau pour son frère, quoi. C'est comme si elle voulait remplacer le rôle de la fille parfaite par Jessica, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la scène de fin, c'est que la fille de la famille Park, qui est celle par laquelle la boîte de Pandore a été ouverte, en fait, sa mère l'oublie tout le temps, la calcule jamais, on s'intéresse peu de savoir ce qu'elle pense des pauvres, et d'ailleurs, c'est sous-entendu avec la manière dont elle répond à Kevin quand il lui demande « Est-ce que tu trouves que je fit ? Est-ce que tu trouves que je rentre dans la photo de famille ? Que je me mélange bien dans ce milieu ?» Et elle lui dit en mode elle s'en fout en fait. Et même à la fin, il est totalement blessé, on sait pas s'il est mort, elle le porte sur son dos. Et je me suis dit, mais ça c'est une image qui est hyper forte, elle le porte sur son dos, son partenaire, elle le porte sur son dos. Tout le monde est en train de se faire tuer, son père... d'ici quelques minutes, son père va mourir, il y a du sang partout, tout le monde crie, tout le monde part. Elle porte le type sur son dos. C'est pour montrer à quelle la puissance de sa passion. Et je pense pas que ce soit une passion pour lui, en fait, lui, Kevin, mais une passion pour... c'est le manant, c'est le paysan dont je suis tombée amoureuse. C'est plus ça, c'est comme l'histoire avec l'ancien tuteur. C'est pareil, quoi, j'exerce un pouvoir sur eux, elle teste ses charmes, quoi, c'est un peu ça. Bien sûr, en tentant d'oublier le fait que c'est pas précisé, il me semble qu'elle dit qu'elle a 17 ans, mais ça reste une adolescente, quoi. Donc c'est un peu creepy quand même, mais elle le porte, quoi, l'air de dire, elle, en fait, elle peut se marier n'importe où, et c'est comme si la famille disait, sans le dire, tu sais quoi, on peut pas compter sur elle.